Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau dans ce live questions-réponses à midi. Merci pour toutes celles et ceux qui prendront une petite pause ou qui me verront entre deux rendez-vous pour venir poser vos questions sur l'emprise pathologique, les psychotraumatismes et les enjeux de votre vie quotidienne de manière générale. C'est un moment qu'on prend ensemble, tranquillement, on essaie de poser les choses. On essaie de parler de choses sérieuses, mais sans trop non plus se prendre au sérieux. Et le but est toujours le même, c'est vous avez des questions, j'essaie d'y répondre, avec ce que je pense savoir, ce que je vois en consultation, ce que j'ai pu développer comme grille de lecture, et les grilles de lecture forcément déjà préexistantes, on n'invente pas grand-chose. Et donc, l'enjeu est toujours la vulgarisation, essayer de vulgariser, de rendre accessibles des jargons scientifiques compliqués qui permettent finalement de mieux comprendre les enjeux. Hop. Et que rendre cela accessible pour que vous puissiez avoir des outils qui vous permettent aussi dans la vie quotidienne de mieux comprendre, mieux appréhender, mieux saisir ce dans quoi vous êtes pris au quotidien, que ce soit au niveau familial, conjugal, dans votre parentalité, au niveau professionnel, dans la vie sociale, sur tous les plans. De manière générale, l'emprise pathologique et les relations interpersonnelles sont présentes partout, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions, vos difficultés, on essaiera d'y trouver une réponse ensemble. Alors, j'ai, comme d'habitude, préparé quelques questions, le temps de vous voir venir, que vous vous installiez, que vous osez prendre le temps de poser vos questions. Ce sont des questions qui ont été posées lors des lives précédents et auxquelles je n'ai finalement pas eu l'occasion de pouvoir répondre. Donc je vais les prendre ici, j'en ai préparé 2-3, le temps que les nouvelles questions arrivent. Et donc la dernière fois, une abonnée, Kate Rousse, me posait la question, avec des enfants, l'emprise sera-t-elle toujours, inactive, ou inactive plutôt, seulement à leur indépendance totale. Donc elle part du principe, dans sa question, qu'il est envisageable que l'emprise pathologique puisse cesser une fois que vos enfants, que les enfants sont financièrement émancipés. Alors, évidemment, ça dépend d'énormément de choses différentes. Ça dépend de l'ampleur de l'emprise pathologique, l'ampleur des dégâts de la relation asymétrique toxique que le parent dysfonctionnel a créé au sein du foyer. Ça dépend aussi si les parents sont séparés ou non. Habituellement, la séparation peut avoir des enjeux bénéfiques, mais elle peut aussi renforcer l'emprise pathologique, mais avec plus de moyens pour les personnes qui en sont victimes, donc l'autre parent suffisamment sain qui en est victime, de quand même pouvoir avoir des marges de manœuvre, des postures particulières pour essayer de contrecarrer cela, pour permettre aux enfants justement de évoluer dans une réalité qui n'est pas uniquement basée sur l'omnipotence ou le discours ou la réalité que le parent dysfonctionnel veut imposer. Malgré qu'il soit toujours important qu'en fonction du degré de violence évidemment, que les enfants aient toujours des contacts avec les deux parents, parce que ça permet aussi à l'enfant, selon la bonne posture à prendre, que les enfants aient à développer leur propre appréciation de leurs parents, leur propre type d'attachement avec leurs parents, que ce soit avec le bon parent ou avec le mauvais parent, pour qu'à un moment donné ils puissent se faire leur propre avis sans nécessairement à pouvoir maintenir des dynamiques toxiques sous réserve de mon père ou ma mère a essayé de me tourner contre. Donc ça c'est un des enjeux. Donc ça dépend de tous les contextes. Ceci étant dit, on le voit effectivement que lorsque les enfants devenus adultes sont totalement émancipés de leurs parents d'un point de vue symbolique, donc d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, d'un point de vue indépendance, de manière générale, que l'enfant donc devenu adulte va commencer à explorer sa propre réalité, avoir ses propres expériences, être un peu plus en roue libre sans parachute dans les expériences qu'il va avoir, notamment dans son couple, au travail, etc. Et va commencer à engranger des expériences qui s'excluent finalement de ce que les deux parents vont pouvoir en penser ou en dire.
Ils vont vivre les choses bien plus seuls, bien plus à huis clos, et ils vont pouvoir choisir aussi ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils partagent, ce qu'ils ne partagent pas, et et avec qui ils le font. Donc, ces éléments-là d'émancipation sont quand même tout de même importants pour permettre finalement un travail d'émancipation globale sur l'emprise pathologique d'un des deux parents. Ceci étant dit, il faut bien noter que le lien que l'enfant a à ses parents est ce qu'on appelle un lien primordial, donc ce sont les premiers liens que l'enfant va nouer dans son enfance, et donc ce sont des liens qui ne vont pas pouvoir être rompus. Alors, le lien est soit positif, soit négatif, soit neutre, c'est un spectre. Hein, parler de lien, c'est pas forcément dire que le lien est positif, bien au contraire, parce que l'emprise pathologique réside justement dans une malversation de ce lien d'attachement. Et donc, on peut travailler à le neutraliser, le réduire, permettre une meilleure compréhension des dynamiques, toujours avec le soutien du bon parent qui laissera toujours l'enfant finalement développer ses propres appréciations, poser ses propres questions et s'approprier sa propre réalité, pour qu'à terme, et ça peut prendre du temps, il puisse lui-même s'en émanciper suffisamment. Pensez une chose, c'est que il vous a fallu, vous, du temps avant de comprendre ce dans quoi vous étiez, et du temps pour vous donner l'énergie, la force de pouvoir appréhender le danger de la séparation et l'inconnu par la suite. Dites-vous bien que les enfants sont des postures, comme vous l'avez peut-être été avec vos propres parents, dans des dynamiques bien plus complexes, avec des enjeux qui sont différents de celui d'un enjeu conjugal, et qui du coup vont nécessiter aussi leur propre travail pour œuvrer à leur émancipation. Et habituellement, ce que l'on note aussi, c'est que les parents ne sont pas forcément les mieux placés pour permettre aux enfants de comprendre les enjeux de ce que vous allez essayer de leur amener, parce qu'ils sont pris dans cette loyauté partagée, au mieux partagée, entre leur père et leur mère, ou leur mère et leur mère, ou leur père et leur père, vous avez compris. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Donc partir du foyer, oui, c'est un facteur qui peut aider. Ça réduit les contacts, ça permet à l'enfant de créer ses propres repères, sa propre réalité sur la base de son éducation, et à terme peut-être potentiellement lui permettre de s'en émanciper. Après, ça dépend aussi de la structure de l'enfant. Votre enfant n'est plus un enfant, c'est un adulte, et il doit aussi être à ce moment-là aussi tenu pour responsable de sa faculté ou non de pouvoir se remettre en question, de pouvoir être empathique, compatissant, etc. Et donc c'est aussi à ce moment-là où malheureusement on peut aussi commencer à évaluer les dégâts. Bonjour tout le monde. Je passe à une question. Bonjour Patricia. Comment qualifiez-vous la perversion narcissique, et est-ce un trouble de la personnalité, une pathologie? C'est une question qui arrive assez fréquemment, et c'est toujours bien de répondre systématiquement à ces mêmes questions, parce que ça permet aussi de véhiculer un savoir qui est souvent mal appréhendé. Je vais vous donner mon point de vue épistémologique, ça veut dire selon ma grille de lecture et selon ma pratique, et vous essayez de vous faire comprendre qu'en fonction de la grille de lecture, l'évaluation de cela peut changer. Okay. Donc comment je qualifie, moi, la perversion narcissique dans ma clinique? La perversion est avant toute chose une structure de personnalité. Alors, les structures de personnalité, il y en a 3. C'est ce que vous avez l'habitude d'entendre à travers les mots de névrose, psychose et perversion. Donc, il faut un peu les dénaturer de ce que la société en a fait. Hein. Dans ma pratique, celle-ci soustrait la question, dans mon approche de ma patientèle, la question du normal vs pathologique. Donc, elle évince la question de la bonne santé mentale. Elle n'existe pas. L'archétype de ce que devrait être la bonne santé mentale, telle que véhiculée souvent par les lectures vulgarisées ou par d'autres approches de l'accompagnement, dans ma clinique, elle n'existe pas. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sujets à des pressions extérieures et intérieures. Nous sommes tous modelés d'une manière ou d'une autre par l'écosystème dans lequel nous avons grandi. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes modelés, structurés en fonction de nos expériences de notre prime enfance dans un premier temps. C'est là où le gros se joue, et c'est là où la structure se construit et se cristallise, avant l'avènement du langage, avant que l'enfant ne soit capable finalement de pouvoir comprendre les logiques symboliques du langage.
là où tout se joue. Et à partir du moment où la structure de personnalité est construite, elle reste identique, pérenne, inchangée, jusqu'à le décès. Elle peut évoluer, donc les gens ne changent pas, mais ils peuvent évoluer, mais ils évoluent systématiquement sur une structure de personnalité qui ne change pas. La structure, elle définit 3 choses essentielles dans notre perception du monde. Elle définit dans un premier temps une série de lois qui vont organiser notre réalité, qui vont organiser notre rapport à l'autre, organiser notre rapport au savoir, au discours, à nous-mêmes, aux autres, etc., etc. Elle va aussi définir la place que l'on va prendre dans cette réalité, et elle va définir la place que l'on donne à l'autre dans cette réalité. Comprenez par là qu'en fonction des réponses à ces questions, on est soit névrosé, soit psychotique, soit pervers, quelque part, et donc on ne va pas ni se considérer de la même manière, ni considérer les autres de la même manière, et donc on n'aura pas la même manière de faire lien, d'entretenir des relations, de traiter l'humain, notre concitoyen, notre proche, nos enfants, nos collègues, nos supérieurs, et notre rapport à tout cela, de la même manière. Après la structure, il y a les symptômes. Toutes les personnes peuvent avoir les mêmes symptômes, mais le rapport que l'on va avoir avec ce symptôme et la raison de ce symptôme et l'explication de ce symptôme, pas uniquement de ce qui est observable, mais aussi des enjeux que cela a sur la personne, sera toujours en fonction de la structure. Pour caricaturer, pour ne pas plus rentrer dans les détails, c'est ce que je dis souvent, on va tous pouvoir être alcooliques, mais on ne sera pas alcoolique pour les mêmes raisons. Donc, névrosés, psychotiques et pervers pourront être alcooliques, mais on ne sera pas alcoolique pour les mêmes raisons. On pourra tous être dépressifs, anxieux, traumatisés, etc., phobiques, avoir un trouble de l'alimentation, etc., mais la manière de comprendre le trouble, la genèse du trouble et la possibilité ou non de pouvoir en faire quelque chose d'autre dans le travail psychothérapeutique sera différent en fonction de la structure de personnalité de la personne que j'ai en face de moi. Donc, la perversion est avant toute chose, dans ma grille de lecture, une structure. On ne passe pas de pervers à psychotique, de psychotique à névrosé, etc., On reste pervers le restant de notre vie parce que ce n'est pas un trouble de la personnalité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, hein, c'est une manière de fonctionner. Vient à cela se greffer l'ensemble des enjeux symptomatiques, qui sont des enjeux observables et qui peuvent être alors traités, déplacés, atténués, orientés, etc., Mais la structure de personnalité, le travail réside surtout dans un équilibre. Essayer de s'apprivoiser suffisamment pour essayer de faire avec soi-même. Et donc c'est aussi déculpabilisant, parce que essayer d'atteindre un niveau de bonne santé mentale qui serait illusoire, c'est ad vitam aeternam, toute votre vie, que vous allez essayer d'atteindre quelque chose qui est juste impossible à atteindre. Parce que la vie n'est pas faite comme cela. La vie est faite de souffrances, d'incertitudes, de doutes, etc. Et donc c'est juste pas possible de pouvoir atteindre une bonne santé mentale. Donc j'aurais même tendance à me méfier des gens qui me disent « je suis en bonne santé mentale » et qui sont convaincus de l'être. C'est plus inquiétant pour moi que quelqu'un qui me dit « j'ai des angoisses, je suis triste, je sais pas quoi faire, je suis perdu, etc. » Parce que quelque part, toute personne suffisamment bien constituée l'est, d'une manière ou d'une autre, dans son quotidien. Donc, la perversion d'une structure et la perversion dite narcissique est une forme de sous-modalité de cette structure, parce que dans la perversion, il y a le sadisme, il y a la perversion narcissique, que moi je dis aussi perversion morale, parce que la perversion narcissique est un mauvais ami dans cette appellation-là. Il faut le penser différemment. Mais vous avez aussi la psychopathie ou le masochisme par moment. D'un point de vue structurel, pas d'un point de vue symptomatique. Donc non, ce n'est pas un trouble de la personnalité, et non, ce n'est pas une pathologie. Mais si vous prenez le versant de la psychiatrie, oui, il considère que la perversion narcissique est appelée un trouble de la personnalité narcissique et est considérée comme étant une pathologie. Donc c'est une autre approche, beaucoup plus médicale, dans laquelle c'est le corps qui est traité, comme si c'était le corps qui était malade. Voilà. Et ça peut être tout aussi efficace, mais l'approche est différente et voire potentiellement très complémentaire par moment. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Patricia. Si vous voulez des détails, n'hésitez pas à me relancer. Bonjour Cécilia. Est-ce qu'un PN est reconnu
peut-il avoir une obligation de soins par la justice ? Merci d'avance pour vos réponses. Alors, cette question est toujours un peu particulière parce que l'obligation de soins, elle ne réside pas tellement en justice, excepté dans de rares cas plus prononcés, dans une idée de reconnaissance d'un diagnostic ou d'une psychopathologie particulière. Elle réside surtout dans une forme d'obligation tacite pour améliorer la condition et la situation de l'auteur, à pouvoir faire un travail sur lui-même pour essayer de comprendre d'autant plus ses propres enjeux pour essayer d'éviter la récidive. C'est dans ce cadre-là que cela se réside. Après, il y a aussi les expertises judiciaires qui permettent à ce moment-là d'apporter une forme de diagnostic pour que la justice elle-même puisse voir clair sur la qualité psychologique de la victime et de l'auteur. Ça se fait aussi. Donc oui, il peut y avoir des obligations de soins par la justice, mais comme je l'ai dit dans la question précédente, comme ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un soin. Surtout dans le cadre de la perversion. Enfin, dans le cas de toutes les structures d'ailleurs. Mais dans la perversion, je ne sais plus si c'est Paul-Claude Recamier ou Alberto Heger ou un autre auteur qui disait que on peut forcer un pervers à être là à l'heure, mais on ne peut pas le forcer à écouter. Et c'est un peu le cas. Donc, il faut trouver des stratagèmes différents pour essayer d'accompagner le pervers, mais ce n'est pas pour soigner la perversion, parce que ce n'est pas une maladie, et je ne le répéterai jamais suffisamment. N'attendez pas que cela se soigne ou que cela change, parce que ça ne changera pas. Les gens ne changent pas. Ça paraît peut-être un peu fataliste, mais ça permet d'autres orientations, d'autres choses que simplement attendre de se soigner de quelque chose, d'une manière de fonctionner, ou d'attendre que l'autre, votre boss, votre compagnon, etc., n'ait à changer sa manière de fonctionner. Parce que si on est incapable de se remettre en question, si on est incapable de culpabiliser, si on est incapable d'avoir honte, si on est incapable de prendre soin de qui que ce soit d'autre que de soi-même, ça sert strictement à rien. Voilà. C'est un peu catégorique pour un professionnel de la santé mentale, mais il existe d'autres solutions qui ne résident pas dans le soin, mais qui résident dans l'accompagnement, dans le maintien, dans l'équilibre, dans l'émancipation, dans l'apprivoisement, etc., mais pas dans le soin. Voilà. Et habituellement, l'appellation de perversion par ailleurs, et c'est notable pour vous dans l'absolu, il existe d'autres manières de décrire la situation sans nécessairement attaquer l'auteur d'être quelque chose en particulier. Surtout parce que le terme est galvaudé et que vous risquez finalement de tomber sur un juge par exemple, qui n'est pas capable de pouvoir avoir suffisamment d'ouverture d'esprit, parce que le juge, c'est pas parce qu'il est juge qu'il n'est pas pervers, psychotique ou névrosé, hein. Donc il faut, ou soignant, ça vaut pour toutes les personnes dans tous les métiers. Donc éviter de l'utiliser. Les avocats avec qui je discute et avec qui je peux par moment travailler préfèrent davantage, et ils ont raison, l'appellation de contrôle coercitif pour décrire la situation plutôt que de mettre une étiquette sur la personne qui est en face de vous. Bonjour Sylvie, ma fille a été totalement manipulée par son père. Elle m'a donc tourné le dos et ne cesse de dire du mal de moi et de mon nouveau conjoint. Comment faire pour la ramener à la réalité ? Spontanément, ce à quoi je pense, c'est une série de facteurs qui vont m'aiguiller ou non dans ce qui est possible de proposer à mes patients par rapport à ce genre de situation, qui est plus fréquent qu'on ne le pense. C'est avant tout une question de posture. Et si, oui ou non, vous avez un semblant de contact encore avec votre enfant. Et en fonction de la structure de personnalité de l'enfant. Donc tout ça nécessite déjà un petit travail de discussion et de cadrage par rapport à la situation du contexte lui-même. Autre chose que je peux vous partager, c'est que qu'il faut s'avouer vaincu par rapport à deux choses. Par rapport à la capacité, à l'aptitude du parent qui met l'enfant sous emprise pathologique, de le faire de manière beaucoup plus systématique, de le faire de manière beaucoup plus insistante, de le faire de manière imprévisible, sans scrupule, dans une logique dans laquelle cela s'inscrit dans une dynamique systématique dans le rapport qu'il entretient avec ses enfants.
il va systématiquement l'inclure dans tout, déformer les propos, renvoyer la médisance, et se faire passer pour victime de manière bien plus systématique, sans avoir une soupçon de honte ou de responsabilité par rapport à la sauvegarde de son enfant, et de son bien-être, et de son propre équilibre psychologique. L'enfant est habituellement une prolongation de lui-même, ou un outil. Littéralement, un objet. Donc, ça c'est une chose. Donc, n'essayez pas d'en faire autant, n'essayez pas de contre-manipuler, n'essayez pas d'amener votre enfant à essayer de comprendre les choses différemment en essayant d'utiliser les mêmes outils, parce que ce sera juste une confrontation qui va se solder par une dispute, par une fuite, par une colère, par de l'humiliation, une minimisation, etc. Les mêmes outils que le père va pouvoir utiliser, ben, votre fille, par exemple, va pouvoir les utiliser également. Ok. En fonction de l'âge de votre fille peut aussi être tenue responsable de ce qu'elle porte elle-même dans ce qu'elle vous adresse. Et c'est aussi important de ne pas déresponsabiliser l'enfant dans la manière dont vous allez aborder la question, parce que le but c'est de pouvoir renvoyer à l'enfant qu'elle est porteur ou porteuse lui-même ou elle-même de l'impact de ce qu'elle colporte, de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Mais il ne faut pas le faire, et c'est là la deuxième chose à laquelle je veux en venir, le moins possible le faire de manière affective. Le moins possible être dans la dramatisation. Ça veut dire ne pas essayer que votre émotion ait à prendre la place de l'émotion que votre fille exprime dans ce qu'elle vous accuse d'être, de faire, etc., etc. Autrement, vous envoyez le message à votre fille que vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, vous ne comprenez pas ce qu'elle veut, vous ne comprenez pas ce qu'elle vit. Et donc, habituellement, dans ce cas de figure, il vaut mieux faire preuve de tempérance par rapport à l'émotion que vous allez avoir dans la manière dont vous allez communiquer les choses. C'est compliqué parce que l'autre va vouloir vous faire réagir pour que sa réalité puisse prendre le dessus. Et justement, si vous arrivez à ne pas réagir dans ces altercations-là, vous évitez de donner les moyens à votre fille, finalement, de faire valoir le discours de son père, au-delà d'un discours qui devrait être plus tempéré, plus réaliste, plus objectivable, plus raisonnable. C'est très important. Le deuxième élément, c'est l'extrême inverse, c'est de ne pas banaliser. C'est de ne pas vous retrouver dans une situation où vous allez faire comme si c'était normal, ou comme si vous vous en foutez. Comme si ce que devient ou dit votre fille ne vous touche pas, n'est pas important, ou que vous vous foutez royalement de savoir ce qu'elle en pense de la situation, parce qu'elle ne doit simplement pas s'en préoccuper. C'est trop tard, elle est déjà au milieu, donc elle est préoccupée. Et habituellement, l'autre parent ne va pas se gêner à l'inclure dans tous les problèmes, comme je l'ai dit, donc il n'y a pas de raison que vous ayez simplement à laisser faire sans que vous n'ayez aussi à donner votre version avec des mots que votre fille peut comprendre, sans attaquer le père, mais essayer de pousser votre fille à comprendre ce qui est en jeu. Et en fonction de son âge, le type de discours peut changer en fonction de ce que l'enfant à un certain âge peut entendre et comprendre. Si vous banalisez, vous lui envoyez le message que vous en foutez, et donc quelque part vous valorisez davantage le discours que le père peut aussi véhiculer et insister, etc. Donc c'est une posture délicate, c'est une posture que moi j'appelle de persévérance, d'endurance, dans laquelle vous essayez au maximum de comprendre votre fille sans accepter ce qu'elle dit, sans hésiter une seule seconde de contredire et de corriger et de maintenir une éducation qui est sensée, qui est équilibrée, avec une série d'obligations, d'interdictions et aussi une série, pas l'oublier, de liberté et d'autorisation, pour qu'elle finisse par comprendre que si elle veut continuer à vivre et toujours avoir une mère, parce que si elle se permet de faire cela, c'est que quelque part elle ne craint pas nécessairement de perdre sa mère, de respecter les règles de votre foyer. Donc c'est quelques petites pistes en soi qui peuvent être pertinentes à garder à l'œil. Mais un accompagnement permet finalement de maintenir une posture en fonction des expériences que vous avez plus concrètement. Bonjour Ilham. Pourquoi les PN arrivent à bien se comporter dans certaines situations et dans d'autres pas, alors qu'on dit qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, car pas de possibilité de se remettre en question. Alors, la possibilité ou non de se remettre en question ne réside pas nécessairement dans le fait d'avoir conscience ou non de ce que l'on fait. Nous sommes tous, peu importe notre structure de personnalité, conscients et inconscients de certaines choses.
Donc c'est le cas pour le pervers, le psychotique, le névrosé. Il y a toujours une part de conscience et d'inconscient. Chaque personne ne peut pas être déresponsabilisée en fonction du degré de l'expression psychopathologique, évidemment, hein. Irresponsable de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Lorsqu'un pervers, un psychotique ou un névrosé vous frappe, il sait qu'il vous frappe. C'est de facto l'inconscience ou la conscience de cela, la possibilité ou non de se remettre en question, ne va pas résider dans l'acte lui-même ou la reconnaissance de l'acte lui-même, mais dans la justification qui suit. Dans certains cas, l'acte peut être dénié, donc il peut disparaître, mais c'est moins fréquent qu'on ne le pense. Donc, c'est surtout dans la manière donc, de justifier l'acte qui est beaucoup plus intéressante que l'acte lui-même. Alors, comment peut-il se comporter dans certaines situations et dans d'autres pas? Alors, la perversion prise comme structure implique que le pervers est capable de manipuler, réorganiser l'ensemble des lois symboliques implicites qui organisent les rapports à l'autre. Donc, ils ont quelque part dans la poche une série d'outils qui leur permet de détourner ce que vous leur dites, détourner les réalités, détourner les événements de manière assez maligne, là où ils vont faire avec les éléments tangibles, objectivables, visibles, quantifiables, que vous avez potentiellement à disposition pour savoir à quel degré de confusion ils vont pouvoir vous mettre. Ils ne vont pas nécessairement être capables de nier une évidence pour laquelle il y a eu par exemple des témoins ou des éléments factuels qui prouvent que, etc., mais ils vont les détourner. Donc ils vont se déresponsabiliser en détournant la question. Donc lorsqu'ils sont par exemple questionnés sur quelque chose qui vont toucher à quelque chose dont ils n'ont pas eux-mêmes accès parce qu'ils n'ont pas les outils pour pouvoir le traiter, tout ce qui est le registre affectif, tout ce qui est le registre de la culpabilité, de la honte et de la remise en question, etc. L'un des outils de prédilection, c'est le lobbying. Ça veut dire que vous allez poser une question sur un registre affectif et ils vont commencer par répondre suffisamment pour que vous ayez à être à l'écoute, et puis d'une seconde à l'autre, ils vont détourner sur quelque chose qui va vous énerver. Ils vont ajouter une tierce personne que vous détestez, un événement pour lequel vous êtes responsable, etc. Et vous allez vous rendre compte que la conversation va très rapidement être détournée vers quelque chose qui finalement lui permet à lui ou à elle de se détourner finalement de la réponse à la question que vous lui avez posée. Donc c'est un exercice qui est très ardu pour les personnes de focaliser la conversation sur la première question que vous avez posée en évitant tout détournement de sa part. Et dans d'autres situations, surtout les situations mondaines, sociales, professionnelles, etc., finalement on n'est pas très assidu sur le fait de avoir la réponse et uniquement la réponse à la question que l'on a posée, parce que dans une conversation mondaine, on parle de tout et de rien, ça va dans tous les sens, on saute d'un sujet à un autre, etc. Donc ils sont bien plus à l'aise pour le faire, parce que ce sont des politiciens hors pair. Hein, c'est des gens qui arrivent à finalement détourner la réalité partagée à des fins, à des objectifs qui leur sont propres. Et habituellement, ces objectifs sont tangibles, matériels, symboliques, c'est l'argent, c'est la notoriété, le statut, la responsabilité, etc. etc. Donc, ils excellent dans cette dynamique-là, et en réalité, ils excellent dans cette dynamique-là parce qu'ils n'ont que ça. Donc, quelque part, c'est très pauvre, c'est vide. La vie affective à l'intérieur est inexistante. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vie imaginaire, affective, telle que vous êtes capable de l'avoir. Et donc, ils trouvent tous les truchements, toutes les techniques, toutes les méthodes, tous les mécanismes pour détourner cette réalité, pour qu'ils n'aient pas à devoir y faire face, et ils sont très doués pour cela. Lorsque vous êtes à huis clos, donc lorsque vous êtes à domicile, en tête-à-tête, ou en famille, à huis clos, hein, donc c'est vous, votre compagnon, votre compagne et vos enfants, c'est là où le pervers va pouvoir être lui-même, progressivement, arrêter des stratagèmes ou des mécanismes qui sont quelque part coûteux dans le domaine public, pour
être beaucoup plus brutal dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait, parce qu'il est à huis clos, et parce qu'il est bien plus isolé que vous ne le pensez lorsqu'il est seul face à vous, que lorsqu'il est à l'extérieur. Donc il va essayer de vous isoler, vous, même si vous êtes à l'intérieur du domicile, parce que lui se sent clairement isolé en face à face avec vous, parce que ne pensez pas une seule seconde que le pervers qui choisit une personne qu'il va mettre sous emprise n'est pas conscient que vous avez des qualités et des aptitudes psychologiques et intellectuelles et réflexives qui sont bien au-delà de ce que lui est capable d'avoir et de faire. C'est la raison pour laquelle il ne les reconnaît pas, c'est la raison pour laquelle il les détourne, c'est la raison pour laquelle il vous rabaisse, vous isole, vous humilie, vous infantilise, vous poursuit, vous pourchasse, vous engueule, vous écrase, etc. C'est pour ne pas devoir faire face à certaines choses dont il est juste incapable d'acquérir en termes de qualité personnelle, empathie, compassion, réflexivité, ambivalence, etc. etc. Et en termes d'action, de moyens. Parce que vous faites certainement déjà bien plus au foyer que lui ne le fera jamais. Et donc il est bien plus dépendant de vous que vous n'êtes de lui. Et donc, au lieu de prendre soin de vous parce qu'il en est incapable, il va faire en sorte de vous maintenir, de vous vampiriser, c'est un mot qui revient, mais il est assez représentatif de ce qui se passe, de votre énergie, de votre combativité, de votre résilience, à partir. Et donc, à domicile, c'est là où il se nourrit le plus. Lorsqu'il est à l'extérieur, c'est de la comédie. Il va pouvoir calmer ses frustrations, calmer ses rages, etc. Parce qu'il est dans un jeu systématique de politicien avec qui que ce soit pour aboutir à des objectifs qui lui sont propres. Là est la différence. Bonjour Pazang. Alors, lorsqu'il y a plus de contact, est-ce qu'on peut garder un espoir que nos enfants adultes reviennent un jour vers nous ? Vous dire non serait un mensonge, et vous dire oui serait un mensonge, donc on se situe un peu entre les deux. Le problème avec l'espoir et l'attente, c'est que si vous restez dans une dynamique d'espoir et donc d'attente, c'est que cela va encore avoir un impact au quotidien, une tristesse, une anxiété, une forme d'hypervigilance, de toute information qui d'une manière ou d'une autre va pouvoir rendre cet espoir ou cette attente réelle. Donc, dans l'absolu, oui, il est toujours possible que vos enfants adultes reviennent un jour, mais le mieux pour votre propre santé psychologique, c'est que vous ne soyez plus dans l'attente. Non seulement pour ce que je viens de dire, pour éviter que c'est un poids au quotidien qui vous empêche de pouvoir jouir de votre vie et de la poursuivre, mais en plus de cela, c'est que si tant est qu'ils aient à revenir à un moment donné, il faudrait qu'ils puissent revenir et vous trouver dans un état où vous seriez vous-même susceptible de ne pas les accepter. De ne pas leur permettre de revenir n'importe comment, de revenir sans résoudre, de revenir sans discussion, sans réparation, sans résolution de conflit. Voyez, c'est pas juste il revient du jour au lendemain et puis on va tout pardonner et puis on va faire semblant. Donc il y a toute une logique derrière dans laquelle il faut aussi que vous soyez suffisamment armé pour ne pas être dans un manque tel que finalement vous allez les récupérer simplement comme un drogue récupérerait une dose, parce qu'il est toujours en sevrage. Donc vous avez à vous sevrer, pour pouvoir aussi apprécier leur retour. Autrement, leur retour, si eux ont une structure psychotique ou perverse ou ce genre de choses, ne viennent pas simplement réinsérer une dynamique d'emprise pathologique auquel vous allez consentir par défaut parce que vous êtes dans le manque. Donc, oui, c'est possible, un jour, mais idéalement, travailler sur l'attente et travailler sur donc l'attente ou l'espoir pour que vous ne soyez pas systématiquement dans cet état-là, au risque finalement de les voir revenir de la mauvaise manière. Alors, une question de Patricia Alex, qui dit avoir une question toute simple, mais ça paraît plus complexe que cela. Comment faire à nouveau confiance
après une histoire avec un pervers narcissique. Donc, j'entends pervers narcissique ou emprise pathologique, violence morale et violence physique. Les victimes de violences physiques et de violences morales ne sont pas forcément sujets à un protagoniste qui est pervers. Je vais prendre ça d'une autre manière. Pourquoi voudriez-vous à nouveau faire confiance à qui que ce soit? C'est une autre manière de voir les choses. Part du principe que, jusqu'alors, votre confiance a été triturée, disqualifiée, trahie, négligée. Vous vous êtes engagé, donc vous avez fait confiance. Pourquoi, au final? La confiance n'est pas quelque chose qui se donne, est censé être quelque chose qui s'acquiert. Donc le fait que votre confiance a été mise à mal à cause de cette histoire d'emprise pathologique, je pense que c'est un bon enseignement, un bon rappel qu'il ne faut pas faire confiance aux gens d'emblée, qu'il ne faut pas offrir sa confiance. Il faut que l'autre ait à la gagner et à faire les efforts et à vous montrer qu'il en est digne pour que vous ayez à faire confiance. Donc si vous ne faites pas confiance aux personnes après une histoire liée à une emprise pathologique, ben, il y a des bonnes raisons de ne pas le faire. C'est quelque part votre corps qui lui a ressenti tout cela, toutes ces émotions, va être bien plus vigilant au moindre signal dont vous-même n'avez pas nécessairement conscience lorsque vous rencontrez quelqu'un, pour vous dire « Aïe, il y a un truc qui cloche ». Et donc, vous n'allez pas pouvoir faire confiance. Donc l'enjeu de cela, c'est de tirer un enseignement constructif dans vos relations passées, vos expériences passées, pour renouveler, reconstruire une réalité qui se soustrait du discours et de l'influence des personnes de votre histoire qui vous ont été toxiques, pour commencer à comprendre que ces personnes-là non seulement ne sont pas des exceptions, mais qu'en plus de cela, il y en a plus que de raisons. Et donc, ne faites confiance à personne. Attendez qu'une personne soit digne de confiance. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que d'être anxieux lors de nos relations ou de nos rencontres futures. Ce n'est pas une mauvaise chose que de ne pas avoir confiance aux gens de manière générale, parce que c'est exactement cette forme, pas de naïveté, hein, celle-là je l'exclus, mais d'ignorance dans laquelle vous avez été de ce que l'être humain est capable d'être et de faire, vous a amené à ne pas faire suffisamment attention à entre quelles mains vous mettez votre confiance, parce que lorsque vous mettez votre confiance entre les mains de quelqu'un, vous lui donnez le pouvoir de vous influencer. Et en soi, rien d'anormal à cela. Mais si c'est mis entre les mains de la mauvaise personne, il y a des asymétries qui se créent, il y a un gros risque au final que vous mettiez cela entre les mains d'une personne qui risque de vous amener davantage à construire sa propre vie, à construire son propre bien-être et à répondre à ses propres objectifs, plutôt que d'essayer de co-construire une dynamique suffisamment saine dans laquelle, oui, vous allez pouvoir vous disputer, mais vous allez surtout pouvoir résoudre. Et donc moi je suis beaucoup plus attiré dans ma clinique à la faculté ou non qu'a une personne à expliquer, résoudre, à engager une dynamique de réconciliation, plutôt qu'à l'existence ou non d'une dispute. Parce que là sont les enjeux de la structure de personnalité, la manière dont l'autre va prendre soin de vous, et que vous allez prendre soin d'elle ou de lui. Donc, ne faites pas confiance tant qu'une personne n'a pas montré qu'elle était digne de confiance. Et en reconnaître les critères, ça se travaille en fonction de votre propre histoire et de votre propre personnalité et la manière dont vous voulez construire le restant de votre vie. Bonjour Julia, bonjour Nathalie. Alors, il reste 20 minutes. Bonjour Patricia, en vous écoutant et en vous lisant depuis quelques semaines, je pense enfin avoir trouvé la clé de lecture me permettant d'éclairer les raisons de mon mal-être dans ma relation actuelle.
Mon compagnon, avec qui je suis depuis 9 ans, mais nous n'habitions pas ensemble, répond à quasi toutes les caractéristiques du PN sauf 2. Il n'est pas particulièrement jaloux, et il ne cherche pas à m'isoler de ma famille amie. Peut-on encore dans ce cas parler de perversion narcissique? Il est bien hyper narcissique, il va falloir définir ce que c'est. Il a besoin d'être toujours le centre d'intérêt, adore se victimiser, n'a aucune émotion, ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, rejette sans cesse la responsabilité chez moi, je suis la mauvaise, tout est de ma faute, n'hésite pas à me minimiser ou à me dévaloriser. Vous avez suffisamment d'éléments pour, pas forcément pour un diagnostic, mais pour comprendre que quoi qu'il arrive, qu'il soit PN ou autre chose, c'est dysfonctionnel. Que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas dans une dynamique suffisamment saine, vous n'êtes pas dans une dynamique qui vous nourrit, qui vous reconnaît et vous considère, et que si ce que vous me dites est effectivement le cas au quotidien ou systématique lors des disputes, vous n'allez jamais pouvoir exister tel que vous avez envie d'exister, vous allez exister tel que l'autre veut vous faire exister. Donc, les deux éléments que vous m'avez décrits, le particulièrement jaloux et ne cherche pas à m'isoler de ma famille, amis, n'est pas forcément deux critères qui se retrouvent systématiquement dans des enjeux d'emprise pathologique dans lesquels il y a une perversion qui est en jeu. Pas nécessairement. Ce sont des outils utiles ou non, en fonction des contextes, en fonction de la menace que lui va ressentir dans les dynamiques que vous entretenez avec les membres de votre famille ou vos amis. Et jaloux, nous le sommes tous d'une manière ou d'une autre. Et donc il serait intéressant de savoir finalement comment est-ce que lorsque cela s'exprime, comment est-ce que cela s'exprime. Le fait de ne pas se montrer jaloux peut être aussi allez, je vais essayer de construire ça. La jalousie peut être un outil. Une personne qui se dit ne pas être jalouse ou n'est pas particulièrement possessive peut utiliser la jalousie comme étant un outil, une arme, etc. Je vais essayer de vous donner un exemple. Ne pas être jaloux, quelque part, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est dire que je m'en fous un peu de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, vous êtes inintéressante. Vous n'êtes pas importante, à mes yeux. Parce que... Soit parce qu'il y a d'autres critiques du genre personne ne voudra de toi, t'es moche, etc., etc. Et donc, inscrire cela dans une forme d'absence de jalousie est tout à fait logique, parce que, du coup, ça accentue l'idée qu'il n'a pas peur de vous perdre. Ça accentue l'idée que vous n'êtes pas désirable. Ça accentue l'idée que personne ne voudra de vous. Donc c'est tout à fait une arme probable. Et donc le pervers peut ne pas se montrer jaloux parce que ça peut être utile. Plus utile que le fait de se montrer jaloux risque de vous faire comprendre que vous valez quelque chose. Donc ça s'est déjà produit dans ma patientèle et visiblement vous le vivez aussi. Et donc ça peut tout à fait être un outil. Donc non, les deux éléments-là ne sont pas nécessairement des critères de diagnostic. Derrière l'ensemble des choses, ce sont plus des critères symptomatiques que vous m'avez donné que diagnostiques, mais il est clair que ce sont des choses qui s'observent dans des relations d'emprise pathologique, pas forcément au niveau de la perversion narcissique, au niveau de potentiellement une psychose paranoïaque aussi, ou une maniaco-dépression, bipolarité, ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être transversal parce que ce sont des choses qui sont observables. L'enjeu là, c'est ce que ça vous fait, et ce que vous ressentez dans la dynamique, de ne pas exister, de ne pas être considéré, de ne pas avoir votre mot à dire, d'être toujours dans l'attente, de marcher sur des œufs, etc., d'être toujours dans une logique de soumission pour avoir la paix. Voilà, tout ça est déjà largement suffisant, Patricia, pour que vous ayez à prendre conscience que la situation dans laquelle vous êtes, que vous êtes n'est clairement pas une dynamique suffisamment saine pour que vous ayez à vous épanouir. Posez-vous aussi la question, comment se fait-il qu'une personne qui me décrit telle que elle me décrit, avec autant d'insultes, autant de critiques, autant de minimisation de vulgarité, etc., est encore là? Qu'est-ce qu'il tire de cette relation? Et c'est dans ce qu'il tire de la relation que l'on va pouvoir quelque part comprendre la structure de la personne qui est en face de vous. Bonjour Julia, une victime de pervers narcissique peut-elle guérir ou gardera-t-elle toujours des séquelles malgré un travail de longue haleine pour se reconstruire? J'essaie toujours d'être honnête dans mes réponses par rapport à ce que
comment dire, la logique devrait faire exister. Donc, guérir, je m'attarde sur les mots évidemment parce qu'ils ont du sens, hein. Je vais plutôt m'attarder sur séquelles. Des séquelles peuvent être effectivement négatives si à partir du moment où ces séquelles vous torturent et vous font souffrir sur la manière dont vous avez à reconstruire votre réalité. Donc, des séquelles peuvent être aussi le terreau dans lequel peut pousser une belle fleur. Et donc, de faire quelque chose de beau de vos cicatrices. C'est toute la problématique de la résilience. Il est tout à fait possible d'être résilient, d'avoir souffert, voire de souffrir encore, tout en s'offrant une reconstruction de sa propre réalité, de sa propre vie, qui soit 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus agréable à vivre que toutes les souffrances que vous avez vécues dans le passé. C'est la principale manière de pouvoir vous offrir votre propre pardon sur votre propre vécu et une vision réaliste des objectifs que vous pouvez atteindre pour en tirer le plus possible. Donc, un travail de longue haleine devrait pouvoir, s'il est bien fait, vous reconstruire sur la base de ces séquelles. Sinon, à quoi sert mon travail ? Si c'est pas pour offrir une amélioration. Après, ça peut effectivement être complexe, ça peut effectivement être plus difficile à mettre en place en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, parce que ce n'est pas parce que vous avez quitté finalement une personne qu'il n'y en a pas d'autres, que vous n'êtes pas en train de reproduire malgré vous, et techniquement c'est le rôle de votre accompagnateur, de votre psychologue, psychothérapeute, etc., de vous permettre de vous rendre compte que vous êtes dans une compulsion de répétition au sujet de certaines dynamiques, de certaines modalités de fonctionnement, qui vous empêchent finalement de pouvoir vraiment vous émanciper de vous-même, quelque part. Donc c'est de vous apprivoiser suffisamment pour que ce travail de longue haleine puisse œuvrer à votre reconstruction. C'est un peu cru ce que je vais dire, hein, mais si vous avez fait un travail de longue haleine pour vous reconstruire, et que vous avez été accompagné par certaines personnes, changez de personne, trouvez quelqu'un d'autre. Se renouveler dans l'accompagnement peut être une bonne opportunité de voir les choses différemment. Peut-être avez-vous atteint les limites de compréhension ou d'appréciation ou de réflexion de la part de votre accompagnateur, et il est peut-être temps d'en changer. Encore une fois, on est des prestataires de services, donc choisissez le prestataire de service qui vous convient le mieux, avec qui vous avez le sentiment d'avancer, avec le sentiment d'être vraiment cadré, englobé et pris en charge sérieusement, peu importe la discipline. Donc, oui, c'est possible, si je réponds de manière globale, Julia, à votre question, c'est possible de reconstruire, de se reconstruire et de faire de vos cicatrices quelque chose de magnifique. Une expérience qui vous suivra tout au long de votre vie, qui vous permettra de construire un environnement qui soit le plus cohérent à vos valeurs et à vos principes. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. J'allais dire, j'espère que certains de mes patientes pourront en témoigner, mais ils peuvent pas parce que je suis tenu par le secret professionnel. Mais j'espère avoir été moi-même efficace dans ce domaine-là, avec aussi des échecs potentiels. Alors, une dernière question. Alors, c'est une bonne question, Patricia, parce qu'on me le pose souvent la question par rapport à ce qu'il est possible de me faire amener finalement l'auteur pour avoir un diagnostic et lui dire, même si vous êtes présente dans la séance, non, pas comme ça. Parce que je suis quand même tenu par un code éthique et déontologique et j'en suis très 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 proche par rapport à l'impact de mon travail sur la vie des gens et sur la possibilité ou non de vous mettre en danger aussi en évoquant ce diagnostic en face de lui, à vos côtés. Et déontologiquement, un accompagnement de couple est bien plus cadré
qu'un accompagnement individuel, dans la mesure où quand je commence un accompagnement de couple, je ne suis loyal ni à l'un ni à l'autre, je suis loyal à la demande. Je commence mes accompagnements par est-ce que vous voulez œuvrer à la réconciliation ou est-ce que vous voulez œuvrer à la séparation? On peut travailler sur les deux. On peut commencer par l'un et finir par l'autre. On peut commencer par le deuxième et finir par le premier. Il y a la possibilité, la flexibilité, la dynamique qui est possible. Mais si vous voulez, simplement, si vous venez avec une question, je suis loyal à la question. Si vous venez avec une demande, je suis loyal à la demande. Ceci étant dit, parce que ça arrive, plus qu'on ne le pense, surtout dans ma spécialisation et ma vitrine, ouais, il y a plein d'expériences qui me viennent en tête, des moins drôles et des plus drôles, parce que de temps en temps c'est aussi cocasse. C'est un peu genre, il est là, dites-lui qu'il est pervers, alors que plus on discute et plus je me rends compte qu'en fin de compte, bah non, c'est pas lui qui est pervers, c'est plutôt elle qui est délirante, ou l'inverse. Donc ça se fait des situations un peu plus cocasses par moment. Et donc c'est aussi l'occasion de faire comprendre et permettre de faire comprendre à la personne qui potentiellement est la mieux structurée des deux, dans quelle situation elle se trouve, sans diagnostic. Voyez, mon travail n'est pas d'offrir des diagnostics. Si vous voulez un diagnostic, vous allez chez un psychiatre. Mon travail, c'est de trouver des solutions avec mes patients pour qu'eux-mêmes puissent en assumer les conséquences, puissent récupérer leur capacité d'agir et de penser leur situation. Et donc, un accompagnement de couple peut tout aussi bien servir à permettre à l'un ou l'autre de mes patients de se rendre compte de ce dans quoi il est pris. Voyez, donc c'est sans nécessairement devoir prononcer le diagnostic. Simplement avec des questions bien placées, et surtout avec la possibilité, grâce au cadre qui est à maintenir, et c'est moi le garant du cadre, il m'est déjà arrivé une ou deux fois de mettre mes patients dehors, parce qu'ils ne respectaient pas le cadre, pour que finalement ils puissent le respecter à terme, et que je peux me montrer bien plus intransigeant dans le cadre d'un accompagnement à plusieurs, parce que le cadre est ce qu'il y a de plus précieux, parce qu'il protège tout le monde. Donc la triangulation, hein, on me parle à moi, hein, on se parle pas entre vous ne vous parlez pas entre vous, hein, on parle rien qu'à moi. Et donc je rappelle à l'ordre systématiquement, le plus bienveillant possible, le plus systématiquement possible, et par moments le plus fermement possible. Et cela peut permettre de faire comprendre à l'un ou à l'autre ce dans quoi il est pris au quotidien, ce dans quoi comprendre que la personne qui vient me voir ne va même pas se soumettre à la loi d'un expert, qui est censé avoir maintenant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Vous voyez ? Donc, ça peut être très productif et très fructueux d'aller dans une psychothérapie de couple, même si cela se solde entre guillemets par un échec, parce que ça n'aboutit pas à, à votre demande initiale, mais ça vous permet de prendre conscience dans un autre cadre de ce qui se joue chez vous à huis clos. Et ça, c'est pertinent. Alors. Je vais clôturer ici, je m'excuse si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'essaierai de les reprendre pour mes prochains lives. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions sur ce live-là, même si ce sera juste un replay pour que je puisse la prochaine fois venir piocher là-dedans pour pouvoir commencer mon live. Et j'espère sincèrement avoir pu être suffisamment clair, suffisamment intéressant et pertinent pour que vous ayez à saisir quelques enjeux supplémentaires. Et une nouvelle fois, je vous remercie de rendre cet exercice possible, parce que c'est pas évident pour vous de vivre ce que vous avez à traverser et d'oser venir poser vos questions, mais c'est aussi pas évident pour moi de venir et de me dévoiler aussi dans ma clinique. Et donc, tant que cela se fait, cela a toujours été le cas dans le partage, la bienveillance et le respect mutuel, et je vous en remercie énormément pour cela. Ça me permet à moi de continuer à le faire, parce que j'ai des échos et des gens me disent, voilà, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, vous avez répondu à cette question-là, ou il y a eu ce commentaire, ou ce post, ou ce genre de choses, et ça m'a fait un déclic et j'ai commencé à comprendre. Rien que pour cela, merci. Donc, merci pour vos participations, vos inscriptions à mes différents groupes, pages et votre soutien systématique aussi aux autres membres de ces groupes-là dans les difficultés qu'ils vivent. C'est un grand travail de modération, parce que c'est aussi un milieu dans lequel on trouve énormément de gens qui vont venir faire du démarchage.
Et donc je fais de mon mieux, mais n'hésitez pas aussi à me notifier lorsque vous vous sentez insulté, lorsque vous vous sentez démarché par un quelconque professionnel, parce que ces groupes-là ne sont pas là pour cela, elles sont là pour vous permettre finalement de trouver des ressources suffisantes pour mieux comprendre ce que vous vivez au quotidien. Et ça est le plus important. Merci d'être plus de 28 000 sur ma page et merci d'être plus de 76 000 sur mon groupe public. Je vous remercierai jamais assez, ça me donne la force de continuer. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches qui le méritent et qui eux-mêmes prennent soin de vous. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.